Bonjour à tous, bienvenue sur France Soir, au défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui un grimpeur de haut vol, le Spider-Man français, a-t-il été surnommé, qui nous redescend tout droit ou presque de la tour totale de la Défense, qu'il a escaladé en opposition notamment au pass sanitaire, et également pour rendre hommage à un grand cascadeur récemment disparu, Jean-Paul Belmondo. Bonjour Alain Robert. Bonjour à vous et puis merci de m'avoir invité. Les Français connaissent votre nom, votre silhouette, certainement pour beaucoup, pas Ouais, toujours je suis un peu votre, habillé rock'n'roll, donc votre, ça c'est le premier truc que les gens, maintenant ça fait tellement longtemps, donc ils s'en rappellent. C'est le mec qui a toujours des bottes et des tenues en serpent. Et puis le reste, on m'appelle le Spider-Man français parce qu'en fait je grimpe des gratte-ciel à main nue. Et ce que les gens aussi savent beaucoup, c'est que j'ai été arrêté partout dans le monde entier. Oui, vous avez fait donc 85 ascensions, c'est ça, il me semble. 165 Ah, pardon, 165. ascensions. Et il y en a, bon, j'en ai fait beaucoup plus parce qu'en fait, par exemple, la tour totale que j'ai grimpée il y a 2 jours en arrière, c'était la 11e fois. Oui, Donc c'est pour ça que ça les agace aussi. c'est votre terrain de jeu favori. Bah, disons, quand je suis en France, quand je suis à Paris, il y a la Défense, c'est sympa, quoi. Il y a du, Il y a de quoi faire. il y a du taf. Ouais. Alors, voulez-vous grimper en ce qu'on appelle en solo intégral. Ouais. C'est donc sans assurance, sans corde, sans rien, alors que vous aviez commencé votre carrière de grimpeur de haut niveau dans l'escalade traditionnelle, même si très vite vous avez basculé dans le solo en vous attaquant à des solos mythiques dans dans les gorges du Verdon, par exemple, et C'était ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui vous a fait basculer donc de cette escalade en falaise, en paroi, à l'escalade urbaine? Bon, déjà, il y a eu cette période début des années 90-91 où je faisais des voies de 8e degré en solo intégral. Et bon, j'en faisais de plus en plus. Et chaque fois, je me sentais que vraiment, j'étais très, 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 très proche de ma limite. C'est-à-dire, en gros, n'importe quand, je pouvais tomber, glisser, mourir. Et puis un jour, je commençais aussi à être fameux par rapport à mes escalades en solitaire, parce que c'était ce qui était de plus dur qui avait été fait en solo au monde. Donc on commençait à me publier dans des magazines d'escalade comme Grimper, comme Rodpunt, Vertical, Mountain, etc. Mais partout sur la planète. Et puis Sector No Limits, qui fait des montres et qui avait basé sa communication à l'époque sur les sports extrêmes, ils m'ont contacté. Et puis le réalisateur d'un film qui travaillait pour eux, il a eu l'idée, il a dit ce serait bien que ce mec-là, il fasse une grimpe d'un genre nouveau et s'il pouvait grimper des gratte-ciel, ce serait génial. Et à l'époque, ça se faisait pas ou très peu. Enfin, vous étiez vraiment un pionnier de cette Oui, parce pratique. qu'en fait, ça s'était fait auparavant, mais avec des ventouses. Et eux, ils voulaient un truc qui soit de l'escalade pure en solo intégral, mais sur des gratte-ciel. Donc, ils m'ont payé un voyage à New York, Dallas, Chicago et Houston. Et puis, j'ai fait du repérage. Donc, au début, même si je trouvais ça complètement loufoque, waouh, quand je suis arrivé à Chicago, j'étais bluffé. D'abord, c'était haut, c'était très impressionnant. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel réel. Et c'est Et... devenu l'essentiel de votre pratique Mais ensuite. Depuis il faut, maintenant il faut plusieurs comprendre que... décennies. Exactement. Et puis, il faut comprendre qu'à l'époque, bon, j'avais des sponsors et tout, mais c'était un peu la galère. Hein. C'était le sandwich et le verre d'eau. Alors que là, d'un coup, je me suis mis à voyager, à découvrir le monde entier, découvrir des populations nouvelles, à avoir des expériences fabuleuses, aller dans les bidonvilles, être reçu par des rois et des reines comme en Malaisie, être reçu par des présidents. J'ai fait des ascensions dans les Émirats arabes unis officielles avec plus de 150 000 personnes au pied. Et des trucs que j'aurais jamais imaginé. Alors qu'en France, ce serait pas possible puisque vous essayez quand même d'être très discret. Vous avez souvent Mais des ennuis avec la police. c'est pas tant le problème, c'est qu'en France, j'ai fait une seule ascension officielle. Ouais. Avec du C'était pour public prévu, donc. oui, Ouais. c'était pour l'inauguration de la Tour First. Ils n'ont pas demandé d'ailleurs de corde. Si j'avais grimpé C8 officiellement, mais par contre le CSA a demandé une corde. Alors que Bolloré m'avait dit c'est ok, tu peux le faire sans corde. Mais le CSA, eux, ils transigent pas. Ouais. Et d'un point de vue de gestion du risque, vous avez le sentiment d'avoir une pratique qui est moins risquée dans l'escalade de gratte-ciel qu'elle l'était
en falaise ou... Oui, maintenant oui en tout cas, mais au début en fait, j'arrivais avec mes exploits dans le rocher et j'ai essayé de faire des gratte-ciel très très durs. Il y en a que j'ai fait ils sont abominables, hein. Ouais. C'est pas demain la veille qu'ils seront répétés. Et alors justement, là, vous avez pour la première fois été accompagné par 3 jeunes pour votre ascension d'il y a 2 jours à la Défense. Et ça vous tenait à cœur de transmettre, de Ben, passer, de trouver une relève? moi, je suis en contact avec eux déjà depuis un certain temps, parce qu'ils me demandaient des conseils, hein. Alors, le plus jeune, il a 21 ans, donc j'ai quasiment 3 fois son âge. Léo, il est super cool. C'est lui, c'est avec lui que j'ai été le plus en contact. Et il a 28 ans. Et puis Marcin qui est polonais, qui a 33 ans. Et lui qui a eu plus d'emmerdes parce qu'en fait, il a grimpé 4 fois en France en l'espace de 2 mois. Et du coup, comme il est de nationalité polonaise, ben, on l'a mis en détention. Et est-ce que même si vous êtes tous en solo, donc non assuré, il y a une sorte d'esprit de cordée, même s'il n'y a pas de corde qui vous relie les uns aux autres, mais une fraternité Ah oui, c'était énorme. Il me disait, Marcin, là, le Polonais, quand il arrivait en haut, on a parlé un tout petit peu aux médias, il disait que ça a été le plus beau jour de sa vie. Ouais. Quand même fabuleux. Et ça vous réjouit d'autant plus que par rapport à vos exploits en solo Bah, je total. pourrais quasiment mourir que demain que je serais heureux. ouais. Bon, il Parce faut que quand même que c'est j'aille voir parce mon que c'est petit de à partager Bali. qui vous permet. Et c'est aussi donc une escalade qui avait un message. C'est pas la première fois puisque vous l'aviez déjà. Oui, parce Vous que avez souvent dédié à des causes comme par exemple manifester une opposition à la réforme des retraites il y a quelques années, telle ou telle ascension. Et là donc vous vouliez manifester votre opposition au pass sanitaire que vous considérez comme une honte. Vous avez dit. oui, parce que pour moi, c'est juste que c'est l'hypocrisie. Pourquoi pas dire tout simplement on rend la vaccination en France obligatoire? Parce qu'en fait, c'est ça le pass sanitaire. C'est une C'est une obligation façon de fait. déguisée. Si vous dites aux gens, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus aller au restaurant, vous pouvez pas prendre le train, etc. Moi, je connais ma frangine, par exemple, qui est anti-vax. Elle a été obligée de se faire vacciner. Ouais. Mon frère, je sais pas comment il se démerde. Il fait des documentaires. Là, il est à New York. Il était il y a pas longtemps sur Gold Coast en Australie. Et lui, il a pas de vaccin encore. Il a réussi à passer entre les gouttes. Et alors que vous-même n'êtes pas foncièrement Non, anti-vaccin, parce vous avez même été vacciné avec. moi, en habitant l'Indonésie, pour quitter l'Indonésie, il faut avoir une dose. Et pour retourner, il faut avoir 2 doses. D'accord. Et donc vous avez eu Comme une j'ai eu le dose. Covid, donc je suis peinard. Et Enfin, encore, c'est pas la même ça loi. a fait office de deuxième dose. Ouais, sauf que chez eux, à 6 mois, il faut quand même faire la 2e dose. Ouais. Oui, vous avez été victime des différences de réglementation aussi entre pays qui rendent la vie Exactement, impossible hein, aux expatriés qui sont parfois coincés avec des des règles. des conneries, parce que, par exemple, l'Indonésie a essentiellement vacciné au Sinovac, qui n'est pas reconnu. Le vaccin chinois, ouais. Exactement. Donc, alors que c'est un vaccin traditionnel qui fonctionne plutôt bien, il y a moins d'emmerdes, il y a pas, il y a pas de vexé, il y a pas de décès. Ou alors si, il y a des décès éventuellement avec des gens qui chopent le Covid une 2e fois, et même s'ils ont les 2 vaccinations, ils décèdent. Mais bon, avec Pfizer et toutes ces merdes, c'est pareil, hein. Et votre message, du coup, en l'espèce, là, se cantonnait néanmoins aux histoires des libertés fondamentales. Pour moi, c'est une histoire de liberté. Même déjà rendre la vaccination obligatoire, je suis pas forcément pour. Personnellement, moi, je m'en fous. Ça me gêne pas d'être vacciné. J'ai pas réellement peur de ce que va faire le vaccin. J'ai plus de raisons peut-être d'avoir peur quand je grimpe un building que d'avoir 2 doses d'un vaccin quelconque. Mais je comprends très bien qu'il y a des gens que ça les emmerde de se faire vacciner. Mais bon, alors du coup, il va y avoir les mecs qui sont vaccinés. Et ils sont là. Hier, je sortais d'un ascenseur. J'avais pas le masque. La nana, elle est rentrée, elle m'a vu, elle a fait demi-tour et elle s'est enfuie en courant, hein. Donc les gens, ils sont malades. Est-ce que votre santé, si vous permettez qu'on en parle, mais c'est de notoriété publique, a joué dans votre choix parce que suite à un accident qui remonte maintenant à il y a une 40aine d'années, il me semble, vous êtes considéré comme invalide, ce qui est un peu paradoxal, à 60%, un peu plus de 60%. Ouais, 66%. 66%, donc au sens administratif et médical.
mais ça vous a pas empêché de Ben, continuer à grimper. j'ai même été contraint à faire un choix. À un moment donné, je pouvais vivre d'une pension minable allouée par le gouvernement à travers la Cotorep, mais par contre, j'avais plus le droit de grimper. Ouais. Donc, Et le choix a été vite du fait. coup, le choix, il a été Alors, rapidement fait. alors que quand vous aviez eu ce grave accident en 82, c'est bien cela? Ouais. Les médecins vous avaient dit vous ne regrimperez plus Ouais, jamais. et c'était un grand professeur de médecine, hein, donc c'est pas le généraliste du coin qui vous le dit, c'est un mec, il est spécialiste de la main. Il faut savoir quand même que j'étais tombé tête la première de 15 mètres de hauteur et que la réception au pied de la falaise, c'était du rocher, une belle dalle en calcaire. Donc mes deux poignets, mes deux mains ont été pulvérisées. J'ai perdu 45% de mon sang. J'ai explosé mes deux coudes, donc mes avant-bras ont travaillé comme des amortisseurs. Ensuite, c'est la tête qui a tapé. Et puis, grosse fracture du crâne, coma, le genou a éclaté, le talon, grosse galère. Et est-ce que vous relevez de ce grave accident, ça a changé votre rapport à la vie, au danger est-ce que ça... Bah, Souvent, les gens disent qu'ils ont des prises de conscience ou des retours de flamme, de retrouver un goût de la vie différent. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? pour moi, ce que ça a changé, on peut penser que c'est peut-être à cause de cet accident que j'ai vraiment eu envie de me battre et puis de revenir sur la scène mondiale de l'escalade. Mhm. Parce a priori, mais c'était même pas ça le but. Au début, je me suis dit à l'hôpital, quand les médecins m'ont dit que je pourrais pas regrimper, je me suis dit bon, ça c'est des conneries parce que j'arriverai toujours à ramper dans quelque chose qui est un peu plus dur qu'un escalier. On y arrive toujours. Faire le Mont Blanc par la voie normale ou même l'Everest, les expés commerciales avec des cordes fixes, ça on peut toujours le faire. Mhm. Par contre, c'est vrai que l'escalade de très haut niveau, ça, c'était très compromis. Et donc, je me suis remis à m'entraîner. Au début, à la maison, c'est vrai que je faisais quasiment rien. Après ma sortie d'hôpital, j'ai même découvert, une fois que j'étais rendu tout seul, que la vie en elle-même était compliquée. Mm. J'avais des problèmes pour tourner le verrou et m'enfermer à la maison, que j'avais du mal à ouvrir un robinet. Donc, des trucs complètement basiques. Et ça vous a pas empêché de retrouver un fort niveau qui vous permet Exactement, de parce que continuer à petit à coup de petit. volonté et de rééducation. Exactement, j'avais un petit objectif un peu plus dur chaque jour. Par exemple, au début, je soulevais des casseroles d'eau. Ouais. En fait, j'étais vraiment handicapé. Au début, je me rappelle particulièrement le poignet gauche, ils l'ont bloqué, une arthrodèse. Et avec le poignet gauche, j'arrivais pas à soulever la casserole de taille moyenne avec de l'eau. Mm. Je pouvais me permettre que la petite. Alors que la main droite, j'arrivais la moyenne et la grande. J'arrivais pas la très grande. Et bon voilà, on s'est retourné très très bas. Mm. Et alors, vous qui avez vécu une vie de risque et de risque choisi, mesuré, calculé, une vie de liberté, vous qui vivez depuis une dizaine d'années en Indonésie, qui est un pays donc très différent, beaucoup moins riche que nos pays occidentaux, quel regard vous portez sur la gestion Covid en général des pays riches, qui a paru marquée par une sorte de refus de tout risque, un principe de précaution peut-être poussé à l'extrême. C'est le sentiment que vous avez eu, vous? Ah, complètement. Là, je vais vous dire un petit truc. En 1 an et demi, en Indonésie, j'ai porté le masque 1 heure en totalité. Parce que vous y étiez obligé? Le jour du vaccin, il fallait quand même que je ouais. me pointe avec le masque. Bon, 2-3 bricoles, quoi. Mm. Et ouais, en fait, je vais vous expliquer. C'est très facile à comprendre. En Indonésie, il n'y a pas d'aide sociale. Donc, on ne peut pas mettre en lockdown 272 millions d'habitants, sinon c'est la révolution. Ouais. Donc, il faut... Ça oui, simplifie l'équation par il rapport y a à... eu des mesures qui ont été prises, mais bon, c'était cool. Hein. Je suis sorti quasiment normalement. Hein. J'ai vécu pratiquement de la même façon que ce que j'avais toujours vécu. Hein. Mm. Et vu de la base, du coup, les mesures prises en France ou en Europe ou même outre-Atlantique vous ont paru du coup excessives ou... Un peu, oui, un peu.
pas un peu d'ailleurs, énormément. Et puis surtout, bon, on a condamné Raoult, on l'a mis au pilori, alors que c'est un mec, il a trouvé d'ailleurs, c'est même pas lui qui a trouvé, c'était les Chinois qui avaient trouvé que l'hydroxychloroquine fonctionnait. Et c'est vrai que au stade léger de la maladie, ça fonctionne très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on est là à s'emmerder, à aller se faire vacciner, alors qu'il y a des comprimés qui existent depuis 50 ans, qui ont été consommés en milliards de pilules, et qui d'un seul coup, parce que ça rapporte plus rien, parce que les brevets sont écoulés, on n'en veut pas. Vous pensez que c'est le seul facteur, qu'il n'y a pas eu Il y en a d'autres plein. Ouais. C'est tellement aberrant. En France, au début, on vous a dit, faut pas porter de masque, ça sert à rien. Ouais. C'était Il même. y a eu du rétro-pédalage. Tout et son contraire a été dit, et aujourd'hui c'est pareil. Pour arriver à savoir quelle est la vérité, honnêtement, qui détient la vérité? Moi, je suis curieux de savoir. Ah, je pense que beaucoup de gens sont désorientés, effectivement. Ils Moi, commencent à j'ai plus lu des donner de la trucs tête, très intéressants là de cet Anglais qui est un ex-Pfizer, Mike Mike Yeadon. Yeadon, Et ouais. il explique des trucs. J'ai lu des trucs aussi sur les brevets qui ont été déposés à partir de 2000. Il y a 75 brevets. On voit que Moderna est sacrément dans la sauce. Il y a aussi cette des choses. Ils expliquent que il fallait que ça fasse du buzz, ce truc-là. Si on veut vendre des vaccins, il faut que ce soit obligatoire. Si les vaccins pour la grippe en France, ça concerne les personnes âgées, donc on gagne pas d'argent avec le vaccin de la grippe. Alors que là, d'un seul coup, c'est une sacrée machine. Hein. Et du coup, vu d'ici, ça vous donne, enfin, quand vous revenez ici, ça vous donne envie de repartir dans, dans votre pays de résidence et de cœur, peut-être l'Indonésie voilà, aussi. moi, je suis bien là-bas. Je veux dire, je suis pas emmerdé. Les gens sont sympas. Il y a pas beaucoup de règles. Je veux dire, quand je suis né en France, il y avait déjà plus de règles que ce qu'il y en a encore aujourd'hui, que ce qu'il y a en Indonésie. Est-ce que vous vous définiriez comme une personne d'engagement? Parce que le terme engagement en grimpe, désigne le niveau de risque accepté, calculé. On peut le mettre en parallèle avec vos positions bien, de la vie en société. J'ai pas la gueule de bois. Hein, Donc un homme d'engagement, c'est une définition c'est une définition qui non, je rigole parce que j'ai pris un peu hier. La langue de bois. Alors, la langue de ni bois, langue de bois, merde. ni langue de bois, ni gueule de bois. Ouais. Bah, en plus, là, bon, c'est un lapsus. Mais je voudrais juste vous poser une question pour finir en faisant un parallèle avec. Pardon. Une question pour finir, pour faire un parallèle avec Marc Battard, que vous connaissez sûrement, qui est un grand nom de la verticalité, pourrait-on dire, qui a prévu qui a été donc le recordman d'ascension en vitesse de l'Everest, et pour ses 70 ans qui approchent, je crois, l'année prochaine, il a prévu de refaire une ascension sans oxygène, qui est la version puriste des Himalayistes, qui en style alpin, qui donc veulent faire traditionnellement sans apport extérieur, qui considèrent comme une forme de dopage. À son âge, évidemment, beaucoup de gens disent que c'est mais il y a des gens qui l'ont fait plus âgé. Hein. Oui, ce serait pas le recordman, mais lui. Peut-être que ceux qui l'ont fait plus âgé, je suis pas sûr, avec support d'oxygène. J'en sais rien. Ouais, je veux pas dire de conneries. Ce serait peut-être le plus vieux sans oxygène, oui. Voilà, si c'est sans oxygène, ce sera le plus vieux sans doute. Ouais. On vérifiera. Mais en tout cas, il a un parcours qui vous ressemble un peu aussi par certains côtés. Il est très engagé dans des sujets de société. Oui, mais il est gentil. Moi, on s'envoie des emails. Là, il me disait, quand tu seras sur Paris, il est, je sais plus où, il faisait de la peinture aussi. Oui, il est artiste. Je crois qu'il a vécu un petit peu au Brésil. Mais alors lui, du coup, est un éternel jeune qui a toujours des projets. J'en viens du coup à mes questions. Quels sont les projets pour, mettons, la prochaine décennie, jusqu'à l'âge de Marc Battard? C'est déjà de vivre le plus longtemps possible et de m'amuser, de continuer à faire des clins d'œil à la société, de l'emmerder un petit peu, de la chatouiller, c'est sympa. Vous voulez continuer d'être un poil à gratter Ouais, parce que cette société avec le tout sécurité, avec des assurances A, B, C, D, E, F, G, puis alors quand vous voulez les résilier, c'est jamais possible. Il faut vous y prendre un an en avance. Donc moi, ça fait des années que j'essaye de résilier les assurances, mais j'oublie. Donc voilà, on est assuré pour tout, et puis on est juste pas assuré qu'on va mourir, quoi. Ça, on en est certain. Je veux dire. Non, on est assuré qu'on va mourir. C'est la seule chose dont on est sûr. Et donc vous continuerez à grimper tant que vous pourrez, quoi. À part si je suis vraiment défait complètement, alité ou j'en sais rien, parce que j'ai chopé une maladie, bon,
Mais si je suis en bonne Tant que santé, le corps vous le je permet, vais continuer le plus longtemps possible. Avec la volonté toujours de transmettre, du coup, vous allez multiplier les initiatives avec des jeunes ou Bah, alors, ça, après, c'est des choses au, je veux dire, au c'est cas par la cas, vie c'est qui fait qu'il l'opportunité. y a des choses qui se passent. Je ne savais pas il y a 3-4 mois en arrière que j'allais grimper un jour avec 3 autres mecs. Mais bon, et du coup, je trouvais ça formidable. Le petit Alexis qui a 21, il est génial. Léo, il est aussi génial. Et Marcine, pareil. Donc, du coup, on est potes, on se reverra, on fera peut-être les cours ensemble encore, on verra. Et un mot de la fin pour saluer Jean-Paul Belmondo dont l'hommage Jean-Paul national est à quelques Bébel, voilà, de pas il d'ici. s'est cassé. J'espère qu'il est en haut et pas au sous-sol. Et puis voilà. Il a fait de nombreuses performances physiques, des exactement. cascades de haut niveau. En fait, c'est un gars qui a fait très tôt dans sa vie. Il voulait faire quand même ses cascades à lui. Moi, j'habitais Pézenas, donc à Pézenas, il avait tourné. J'ai oublié le nom. Mais bon, je sais qu'il avait fait sa cascade lui-même. C'était place Gambetta. Je me rappelle plus. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, on peut dire que Bébel, il a eu une belle vie. 88 ans, c'est chouette. Et puis voilà. Puis peut-être qu'au bout du rouleau, il y a encore du rouleau. Hein, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est le téléphone. C'est une chanson que j'adorais il y a quelques années en arrière. De plus en plus, on commence à s'intéresser et à réaliser que peut-être l'âme est immatérielle et que un encéphalogramme plat et l'arrêt du cœur, c'est pas forcément la fin de la vie. Donc voilà, on peut avoir des espoirs. Hein. On vous souhaite toujours beaucoup d'espoir et beaucoup de projets pour avoir bon, alors les mecs, belle n'oubliez suite pas, de vie. Réalisez vos rêves et arrêtez juste de rêver votre vie. C'est sur ce mot de la fin que nous conclurons ce défi de la vérité. Merci beaucoup à l'envers d'avoir répondu c'était un plaisir. À notre invitation et d'avoir pu donner votre message qui inspirera peut-être des vocations pour continuer votre œuvre. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce défi de la vérité sur France Soir et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.